Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux bases neuroscientifiques de l'épilepsie. L'épilepsie est une maladie neurologique causée par une hyperactivité du cerveau qui se manifeste par des crises épileptiques. Cette maladie touche au moins 50 millions de personnes dans le monde et peut être causée par différentes raisons qu'on va voir plus tard. Il y a plusieurs causes possibles au développement de l'épilepsie. Elle est souvent génétique, comme par exemple une déficience enzymatique déjà présente lors de la naissance. Elle peut également être d'origine structurelle ou métabolique, par exemple une malformation corticale, un traumatisme cérébral, un ancien AVC ou une tumeur cérébrale. Aussi, une infection comme les méningites ou les encéphalites, ainsi qu'une maladie auto-immune comme un lupus érythémateux disséminé peuvent être des causes. Cependant, parfois la cause est inconnue. L'épilepsie est souvent diagnostiquée avant l'âge de 18 ans, mais peut également être diagnostiquée après l'âge de 60 ans. Maintenant que vous connaissez les causes de la maladie, nous allons vous expliquer ce qui se passe dans un cerveau épileptique. Il existe deux grands types de crises épileptiques, soit les crises généralisées et focales. Les crises épileptiques peuvent être de type généralisé lorsque l'activité anormale implique les deux hémisphères du cerveau. Pour ces crises, l'hypothalamus, la partie haute du tronc cérébral, ainsi que leur système de connexion vers les deux hémisphères du cerveau y participent. Toutefois, puisqu'aucune théorie sur ces crises ne peut les expliquer, on s'intéressera davantage sur les crises focales. On parle de crise focale lorsque l'activité se trouve dans une région précise du cerveau. C'est dans le cortex cérébral que débutent les crises focales, d'où lui vient son surnom de foyer épileptique ou zone épileptogène. Le cortex est la matière grise en périphérie du cerveau qui comprend les corps cellulaires, les dendrites et les cellules gliales. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser davantage sur les astrocytes, une cellule gliale, qui a été le sujet d'intérêt dans les recherches sur l'épilepsie au cours des dernières années, puisqu'il est de plus en plus évident que les neurones ne sont pas les seuls acteurs dans un cerveau épileptique. Dans un cerveau sain, les astrocytes sont des cellules importantes dans le contrôle de l'homéostasie du tissu cérébral puisqu'ils régulent la teneur en eau et les niveaux extracellulaires de potassium. Ils approvisionnent les neurones et les tissus du cerveau de nutriments en plus d'être largement responsables du maintien des niveaux physiologiques de glutamate et de GABA dans l'espace extracellulaire. De plus, ils modulent la transmission synaptique et sont impliqués dans le contrôle des activités du réseau cérébral. Toutefois, dans un cerveau malade, les astrocytes sont morphologiquement et fonctionnellement modifiés. C'est ce qu'on appelle la gliose réactive. Cette condition est fréquente dans les cerveaux épileptiques, plus particulièrement dans les épilepsies du lobe temporal qui sont de type focal. En effet, il n'est pas rare que les crises naissent à l'intérieur ou à proximité des tissus cérébraux gliotiques anormaux. Pour mieux comprendre les effets de la gliose réactive sur le cerveau, il est pertinent d'approfondir les différents rôles des astrocytes dans le cerveau. Commençons tout d'abord par son rôle de régulation des niveaux extracellulaires de potassium. Le maintien d'une bonne homéostasie du potassium est un élément important dans le contrôle de l'excitabilité neuronale puisqu'une petite augmentation de concentration extracellulaire de potassium peut augmenter grandement cette excitabilité. Il a été démontré par plusieurs études que l'activité épileptique pouvait provoquer une augmentation du potassium extracellulaire de façon significative, ce qui perturbe grandement l'excitabilité neuronale. Dans un cerveau sain, il y a ce qu'on appelle le tamponnement spatial du potassium. Lors de la repolarisation des neurones, la concentration de potassium dans le liquide extracellulaire augmente. Alors, ce mécanisme, fait par les astrocytes, consiste à réguler la concentration extracellulaire de potassium en distribuant les augmentations locales de cet élément vers les régions à proximité ou dans les vaisseaux sanguins par des canaux ioniques potassiques. Toutefois, dans un cerveau épileptique, une moins grande quantité de ces canaux ioniques potassiques a été observée. Ainsi, lors d'une augmentation de potassium dans le liquide extracellulaire, une moins grande quantité de potassium ne peut être dirigée vers d'autres endroits en raison du plus petit nombre de canaux ioniques. Cela augmente la concentration extracellulaire, ce qui affecte de façon importante l'activité neuronale. Les astrocytes jouent également un rôle central dans l'homéostasie de l'eau. Ce sont les canaux aquaporins 4 qui médient le transport de l'eau. Ces canaux sont très nombreux dans les astrocytes et aux extrémités périvasculaires afin de pouvoir envoyer l'eau intracellulaire vers les vaisseaux sanguins. Une diminution de ces canaux diminue la diffusion d'eau vers la circulation sanguine, ce qui résulte à une accumulation d'eau intracellulaire. Cette augmentation d'eau cause un gonflement des astrocytes et qui diminue l'espace extracellulaire. Cette diminution augmente les interactions héphatiques entre les neurones, augmentant à la fois leur excitabilité. C'est cette activité neuronale accrue qui favorise les décharges épileptiques. L'excitabilité du réseau peut être contrôlée également par le niveau extracellulaire de glutamate et de GABA.
Le cycle glutamate-glutamine est un processus dans lequel le glucose est converti en glutamate dans les astrocytes puis en glutamine par l'enzyme astrocytaire spécifique, soit la glutamine synthétase. Ensuite, la glutamine est libérée par les astrocytes pour finalement être désaminée en glutamate par la glutaminase. Les glutamates extracellulaires sont internalisés et reconvertis en glutamine puis transférés aux neurones pour commencer un nouveau cycle. Dans les tissus épileptiques, on a retrouvé des taux élevés de glutamate extracellulaire qui peuvent s'expliquer par la réduction des niveaux et de l'activité de la glutamine synthétase. Puisque l'enzyme astrocytaire est en baisse d'activité, la conversion intracellulaire du glutamate en glutamine sera diminuée, ce qui fera augmenter la concentration de glutamate extracellulaire. De plus, la glutamine synthétase produit également du GABA dans les interneurones GABAergiques. Toutefois, avec sa baisse d'activité, on remarque une baisse de la libération de GABA. Ainsi, une activité réduite de la glutamine synthétase dans le cerveau épileptique favorise la génération de crises. L'ATP, libéré par les astrocytes, joue un rôle important dans le contrôle de l'activité épileptique. L'ATP astrocytaire et l'adénosine, son principal métabolite, exercent beaucoup d'actions sur les astrocytes, les neurones à microglies, les oligodendrocytes et les vaisseaux sanguins par le biais de différents récepteurs pluriénergiques. L'adénosine inhibe fortement la libération des neurotransmetteurs excitateurs par l'activation des récepteurs A1 présynaptiques. Cette molécule est régulée par les astrocytes grâce à la clairance métabolique faite par l'adénosine kinase. En effet, l'adénosine kinase est une enzyme qui dégrade efficacement l'adénosine. Toutefois, dans un cerveau épileptique, l'adénosine kinase est augmentée, ce qui entraîne une diminution des concentrations extracellulaires de l'adénosine, favorisant ainsi l'exstabilité du réseau. En effet, l'adénosine, qui inhibe fortement les neurotransmetteurs excitateurs du réseau, est beaucoup moins présent en raison de la forte dégradation faite par l'adénosine kinase. Maintenant qu'on sait ce qui se passe dans l'encéphale lorsqu'il est épileptique, on va parler de l'évolution de cette maladie. L'évolution de la maladie dépend réellement des traitements qui sont administrés à la personne épileptique. Tout d'abord, lorsque les patients reçoivent leur diagnostic jeune et commencent à faire des crises d'épilepsie durant leur enfance, la plupart du temps, les crises s'atténuent beaucoup, voire s'arrêtent totalement lorsque l'enfant grandit et devient adulte. En effet, au fur et à mesure que le système nerveux se développe, les crises d'épilepsie peuvent se régler par elles-mêmes, mais elles doivent souvent être régulées par de la médication pour permettre à ces enfants d'avoir une meilleure qualité de vie en attendant que la situation se règle. Ensuite, au niveau des patients adultes, selon le traitement, la majorité des gens atteints d'épilepsie, soit environ 60% des cas, voient leurs symptômes disparaître en partie ou en totalité. Cela permet alors à ces personnes de réduire leur traitement jusqu'à arrêter totalement la prise des médicaments. Également, l'épilepsie est particulièrement imprévisible. Dans certains cas, si on ne traite pas la maladie dès les premiers symptômes, ceux-ci pourraient s'intensifier et s'aggraver au fil du temps. Dans d'autres cas, les crises s'atténuent et finissent par disparaître, et ce, sans traitement. Il est donc bien difficile de prévoir l'évolution de l'épilepsie, puisque cela peut passer d'un contraste à un autre selon le cas. En ce qui a trait au traitement, le plus répandu reste les médicaments anticonvulsivants, également appelés les médicaments antiépileptiques. Il existe d'ailleurs une diversité assez impressionnante de types d'anticonvulsivants. Le médecin choisit donc la meilleure option pour le patient selon certains critères comme les types de crise, les effets secondaires, l'âge, le sexe et les contre-indications que présente ce produit. Ainsi, la personne épileptique obtient la meilleure prescription de médicaments possible pour l'aider à réduire ou à arrêter complètement les crises. Si la prise de médicaments ne suffit pas, et ce, après avoir testé 2 antiépileptiques, on dit que l'épilepsie est pharmacorésistante, ce qui représente environ 30% des cas. On devra alors avoir recours à d'autres traitements tels la chirurgie, la stimulation du nerf vague ou un chien d'assistance. À tout ceci, on peut ajouter des traitements en ergothérapie pour améliorer la participation occupationnelle. Lorsque la source du problème épileptique se trouve dans une région bien précise du cerveau qui peut se réséquer sans causer d'autres problèmes, les chirurgiens procèdent à l'opération et peuvent enlever cette petite partie, empêchant complètement les nouvelles crises d'épilepsie de se produire. Par contre, la chirurgie du lobe temporal antéromédial du cerveau, lorsque le foyer des crises se trouve plutôt à cet endroit, n'arrête pas les crises épileptiques chez tous les patients, mais bien chez environ 60% d'entre eux. D'ailleurs, certains patients continuent de prendre des antiépileptiques après leur chirurgie, mais à de plus petites doses. Il y a aussi la callosotomie, qui est une technique qui a pour but de sectionner le corps calleux afin de séparer les 2 hémisphères du cerveau.
L'objectif est d'éviter la propagation de l'épilepsie dans l'hémisphère saine du cerveau. La stimulation du nerf vague vient aussi se glisser parmi les traitements possibles de l'épilepsie. Cela consiste à installer un dispositif qui ressemble à un pacemaker qui stimule électriquement le nerf crânien. Ce traitement s'active par le patient avec un aimant lorsque la personne sent qu'une crise pourrait subvenir. La stimulation du nerf vague aide les gens épileptiques qui présentent une contre-indication pour la chirurgie traditionnelle du cerveau, mais pour qui les médicaments ne font pas assez effet. Elle réduit de 50% les crises d'épilepsie chez 40% des patients et comporte peu de complications. Elle donne toutefois une voix rauque et une toux pendant l'activation de la stimulation électrique. Maintenant aborder l'impact de l'épilepsie sur le quotidien des gens. Même si les traitements améliorent la qualité de vie en réduisant les crises épileptiques, les gens doivent tout de même prendre des précautions pour certaines de leurs activités quotidiennes. Par exemple, pour la grossesse, ça doit être suivi par un médecin parce qu'on doit changer la médication, réduire la dose au maximum, en plus de prendre des suppléments d'acide folique et de vitamine K. Pour ce qui est des sports extrêmes, ça nécessite toujours l'accord du médecin. Même chose pour la conduite, qui est généralement sous condition. Les traitements améliorent donc la vie des gens atteints d'épilepsie, mais ce n'est pas optimal parce qu'ils ont toujours des précautions à prendre. Il y a donc encore beaucoup de recherches à faire pour rendre la vie de ces gens-là la plus normale possible. En conclusion, grâce aux avancées en médecine pharmacologique et chirurgicale, les personnes atteintes d'épilepsie peuvent, dans la grande majorité des cas, s'intégrer dans la société sans trop de compensation et vivre une vie normale.